Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPSE 3 du CPGO Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais présenter la dernière et troisième partie du cours des séries numériques. Donc, l'exposé de cette leçon est comme suit. Donc, premièrement, on va essayer de donner un petit mot sur les séries alternées, puis voir le produit de Cauchy ou le produit de convolution des séries numériques et voir un exemple d'application de ce produit donc sur la fonction exponentielle complexe. Et finalement, on va essayer de donner quelques méthodes pour le calcul approché des sommes d'une série, des sommes des séries convergentes. Alors, premièrement, commençons par voir ce que c'est qu'une série alternée. Alors, une série alternée, c'est toute série à terme réel, d'accord, telle que un fois un plus 1 est de signe négatif. Ça veut dire que c'est toute série à terme réel, telle que un et un plus 1 ont des signes opposés. D'accord? Et donc, dans ce cas, on peut écrire un comme étant moins à la puissance n fois Vn ou moins à la puissance n plus 1 fois Vn avec Vn. C'est module c'est la valeur absolue du n. Et donc, d'une façon équivalente, donc on va dire qu'une série à terme réel est une série alternée si moins à la puissance n fois un est à terme constante. D'accord? Ça veut dire que c'est moins à la puissance un fois moins à la puissance n fois un est soit positif, soit négatif. Voilà. Alors, comme exemple de série alternée, on a évidemment la somme de moins à la puissance n sur n plus 1. D'accord? Puis l'intégrale entre nπ et n plus 1π de sinus t sur t dt. Alors, comme vous connaissez, bien sûr, le sinus change de signe sur l'intervalle nπ, n plus 1π, que pour l'intervalle n plus 1π, n plus 2π. Il a deux signes opposés. Et la série, en fait, également sinus x plus nπ sur x plus nπ. Donc, aussi, le sinus change de signe lorsqu'on décale par un pi. D'accord? Donc, il change de signe. Et donc, voilà, ce sont des exemples de séries alternées. Alors là, il y a le théorème qui est le critère de Leibniz. Ce critère-là est vraiment la cause pourquoi on s'intéresse aux séries alternées. Alors, étant donné une série alternée, d'accord, une série alternée, et qui vérifie les deux conditions suivantes. Alors, la première condition, il faut que le module de un ou la valeur absolue de un est une suite qui est décroissante et la limite de un égale à 0. D'accord? Donc, ou on peut dire que module du n est une suite qui est décroissante vers 0. Alors, si module du n est une suite qui est décroissante vers 0, alors la somme des un converge. Alors, la série de termes général un converge, tout simplement. Alors, toute série alternée dont le module de son élément, de son terme général est une suite décroissante vers 0 est convergente. D'accord? Et alors ceci, on l'a vraiment déjà vu dans la série des suites, d'accord, des suites numériques, des suites réelles complexes. Alors c'est un exercice sur la série des suites et on va essayer de reprendre en fait la même preuve que dans cet exercice-là. Alors, on considère UN. Alors, UN est une suite qui est alternée. Donc, la suite UN est alternée. Donc, elle alterne entre les signes. Alors, le signe de UN et UN plus 1 sont opposés. D'accord? Donc, on va supposer, par exemple, que U0 est positif. Alors, on peut supposer que U0 est négatif, mais ça revient au même.
Donc U0 est positive, on aura en fait que U de n est toujours positive. Alors U de n est de même signe que U de n moins 2, de même signe que U de n moins 4, moins 6 jusqu'à U0. D'accord? Donc U de n est de même signe que U0. U de n plus 1 est de même signe que U1. Mais U1 est négatif parce que U0 est positif. Et donc, si vous considérez la suite des sons partiels, donc la suite S2N est une suite qui est décroissante, d'accord? Pour ce faire, on calcule juste S2N plus 1 moins S2N, c'est vraiment V2N plus 2 moins plus V2N plus 1, c'est une série qui est télescopique, alors là c'est télescopique, il reste que les deux termes qui sont là, et qui ne sont pas là. Donc, ce sont vraiment les deux termes. Mais, puisque celle-là est positive, donc il est égal à 100, à sa valeur absolue. Et celle-là est négative, égal à moins sa valeur absolue. Et là, on utilise le fait que le module de UN est une suite qui est décroissante. Donc, ça, là, on obtient que cette différence-là est négative. Alors, de même, S2N plus 1 est une suite qui est croissante. Donc là, on a le calcul, c'est vraiment le même calcul. Et donc, S2N et S2N plus 1, donc l'une est décroissante, l'autre est croissante. Donc, bien sûr, si vous supposez que 0 est négatif, donc vous allez trouver que celle-là est croissante et celle-là est décroissante. Donc, c'est vraiment la chose qui change. Et de plus, S2N plus 1 moins S2N égale à U2N plus 1, elle tend vers 0. Et donc, les deux suites sont vraiment adjacentes. D'accord? Donc, S2N. Donc, voilà. Donc, la différence tend vers 0. L'une croissante, l'autre décroissante. Donc, les deux suites sont adjacentes. Et on connaît déjà que deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Et puisque S2N et S2N plus 1 convergent vers la même limite, alors il en est de même pour Sn. Donc, Sn converge vers la limite commune de la suite S2N et la suite S2N plus 1. D'accord? Voilà. Alors là, on a un théorème qui donne beaucoup plus d'informations sur ces séries-là. Alors, premièrement, alors étant donné une série alternée, telle que module du n est une suite décroissante vers 0 pour que la série soit convergente, et S, ça somme. Donc S, c'est la limite de la série, hein, de la suite des sons partiels. Donc c'est la somme de la suite de la série là. Alors S comprise entre deux sommes partielles d'indices successifs, d'indices consécutifs, d'accord? Parce qu'en fait, c'est la limite d'une suite alternée, d'une suite de deux suites adjacentes. S est de signe de U0, ça veut dire que si U0 est positive, alors S est positive, si U0 est négative, alors S est négatif. Et de plus, on a module de S est inférieur toujours à module de U0. De plus, le reste d'ordre n est majoré par, alors il est de même signe que UN plus 1, d'accord? Et de plus, il est majoré par UN plus 1. D'accord, module de Rn est inférieur à module de n plus 1. Donc, ce sont vraiment des choses à apprendre par cœur pour les séries alternées. Et ce sont vraiment les choses qui caractérisent les séries alternées. C'est vraiment pourquoi on utilise ces séries alternées-là. Alors, pour le premier point, découle du fait que S2N et S2N plus 1 sont adjacentes. D'accord? Et donc, vous connaissez que pour les limites, pour les suites adjacentes, la limite se trouve entre les deux termes, d'accord? L'une décroissante vers la limite et l'autre croît vers la limite. Et la limite se trouve bien sûr entre les deux. Dans le cas où NU0 est positive, alors pour le deuxième point, donc si U0 est positif, on va essayer de montrer que S est positive. Donc si U0 est positif, donc S1 est inférieur à S, inférieur à S0, d'accord? Parce que alors on utilise juste le fait que la croissance ou la décroissance, donc de ça, alors là, on a S2N est une suite qui est décroissante, donc elle décroît vers la limite,
et S de n plus 1, elle croît vers la limite. Donc, il est toujours inférieur ou égal. Donc, S1, c'est le premier terme de la suite S de n plus 1 est inférieur à S. Et S0, le premier terme de la suite S de n est supérieur à S. D'accord? Alors, S1 n'est autre que U0 plus U1. S0 n'est autre que le terme U0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Alors, voilà, donc ceci veut dire que, alors, ici U0 plus U1, si vous calculez U0 plus U1, donc c'est module du U0 moins module du U1 qui est positif parce que module du UN est décroissant. Et donc, en fait, S est positif. Donc, U0 est positif et S est positif. Alors, dans le cas où U0 est négative, donc on inverse l'inégalité. Donc, S0, S2n soit croissante et S2n plus 1 soit décroissante vers la limite. Et dans ce cas-là, donc vous calculez encore une fois U0 plus U1 de la même façon que là, vous allez trouver qu'elle est négative. Donc, S est négatif donc il est de même signe que U0. Alors, pour le troisième point, on applique le deuxième point sur la série de termes général VK, avec VK n'est autre que Vn plus 1 plus K. D'accord? Avec K ici qu'on commence de 0. D'accord? Et donc, c'est une série qui est alternée. La limite, sa somme, c'est V égale à Rn. Et son premier terme, c'est V0 égale à Un plus 1. D'accord? Donc, déjà, le reste est une série alternée qui commence de n plus 1. D'accord? C'est une série alternée qui commence de n plus 1. Son premier terme, c'est Un plus 1. Donc, le I0, c'est Un plus 1. Le Rn, c'est vraiment S. D'accord? Voilà. Alors, comme exemple, on va prendre par exemple les séries de Riemann alternées. Alors, les séries de Riemann alternées sont les séries de la forme moins à la puissance n sur n à la puissance alpha. D'accord? Alors, ici, n supérieur ou égal à 1, pardon. Alors, on va poser par exemple que un égale à moins à la puissance n sur n à la puissance alpha pour n'importe quel n supérieur ou égal à 1. Et donc, on trouve en fait que pour alpha est négative, alors si alpha est négative, donc UN ne tend même pas vers 0. D'accord? Donc, c'est soit il est constante, module UN constante, soit elle tend vers plus l'infini. Et donc, en fait, la série de termes général UN, donc cette série-là, pour alpha négatif, n'est plus convergente. Donc, elle diverge grossièrement parce que le terme général ne tend pas vers 0. Et si alpha supérieur strictement à 1, donc si vous calculez le module du n, c'est 1 sur n à la puissance alpha. Donc on se ramène aux séries de Riemann usuelles. Et donc c'est une série qui est convergente. Donc la somme du n est absolument convergente. Et donc elle converge. D'accord? Alors maintenant, pour alpha comprise entre 0 et 1, donc c'est vraiment la chose qui va être ajoutée. Alors ici 1 fermé. Le 1 fermé. Alors c'est la chose qui va être ajoutée en fait par le critère alterné. Donc la suite UN vérifie les hypothèses bien sûr du théorème précédent. Alors c'est moins 1, donc elle tend vers 0. D'accord, elle tend vers 0 et module de UN, c'est 1 sur n à la puissance alpha, c'est une suite qui est décroissante. D'accord, 1 sur n à la puissance alpha est une suite qui est décroissante pour 0 pour n'importe quel alpha positif strictement. Mais là, pour alpha comprise entre 0 et 1 fermé, je reprends. Alors, module de UN égale à 1 sur n à la puissance alpha, il diverge, d'accord? Mais la somme, la somme des UN converge comme série alternée. Et donc là, on dit en fait que dans ce cas, la série, une autre série, est seulement semi-convergente. D'accord? Donc il n'est pas absolument convergente, mais il converge. Voilà. Alors là, on récupère en fait la partie entre 0 et 1 qui n'était pas dans la condition, en fait, qui n'entre pas dans la condition pour les séries de Riemann usuelles.
D'accord? Donc là, il faut vraiment faire très attention. Alors, pour les séries de Riemann usuelles, alpha, pour la condition de la convergence, il faut que alpha supérieur strictement à 1. Pour les séries de Riemann alternées, il faut que alpha soit supérieur strictement à 0. Donc, une série alternée de Riemann est convergente si et seulement si alpha supérieur strictement à 0. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de définir le produit de Cauchy sur les séries. Alors ce même produit, c'est le même produit que nous avons déjà défini sur les polynômes. On en a déjà parlé pas mal de fois de ce produit. Donc étant donné une suite UN et Vn, deux suites de valeurs complexes, à valeur complexe ou réelle, alors, on appelle série produit de Cauchy des deux séries de termes général UN et Vn. Donc, la série de termes général UN, la série de termes général Vn. Et on voulait faire le produit des deux séries. Donc, on va obtenir une série de termes général. Le terme général Wn est donné par ça. Donc, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n de uk Vn moins k. D'accord? Ou un-k, vk, c'est la même chose. Et donc, c'est vraiment la somme, on peut l'écrire comme ça, c'est la somme sur les entiers naturels, non, sur les entiers naturels, de somme égale à n. D'accord? UP VQ avec P plus Q égale à n, et P et Q sont deux entiers naturels. D'accord? Alors, le théorème que nous avons là, c'est vraiment sur la convergence de cette série produit. D'accord? Alors, si on dispose de deux séries absolument convergentes, pas seulement convergentes, alors la somme de Wn, le produit, est absolument convergente également. Et de plus, on aura en fait que la somme de la série produit égale au produit des deux sommes des séries. D'accord? Donc la somme de la série produit égale au produit des deux sommes. D'accord? Et donc là, en fait, ceci veut dire quoi en fait? Que le petit L1, donc nous avons déjà défini le grand L1 pour les fonctions intégrables. Donc là, pour les séries sommables, donc c'est vraiment la même chose. Alors pour les séries sommables, donc c'est l'ensemble des suites UN à valeur réelle ou complexe telles que la somme de la série de termes général UN est absolument convergente. Donc cet espace, donc le théorème veut dire en fait que cet espace muni de la loi plus la somme des suites, le produit par un scalaire et la multiplication, le produit de Cauchy, est une algèbre. D'accord? Est une algèbre. Et de plus, cette quantité-là, donc la norme de U, donc définit vraiment une norme sur cet espace vectoriel-là. D'accord? Donc c'est un espace vectoriel, on l'a déjà vu dernièrement, donc dans les dernières vidéos, dans les précédentes vidéos. Et elle est stable par multiplication, c'est vraiment le théorème là, d'accord? Donc si vous prenez une suite sommable, deux suites sommables, donc leur produit en fait, donc leur produit, le produit c'est le produit de convolution, leur produit définit bien sûr une série une suite sommable qui est la suite WK. Voilà. Alors pour la preuve, donc supposons en premier lieu que UN et Vn sont toutes les deux positives, à valeur réelle positive. Et donc, on va noter en fait la somme partielle de la suite de termes général UK par un grand UN, Vn, la somme partielle de la suite de termes général VK, et WK, la somme partielle d'ordre n, ou d'ordre Wn, d'ordre n, de la série produit. D'accord? Donc, et on va utiliser les notations suivantes. Donc, Tn, c'est ce triangle-là. Donc, c'est l'ensemble des entiers naturels tels que K plus L est inférieur ou égal à N. Donc, c'est ce triangle-là. Et Cn, c'est ce rectangle-là, c'est ce carré-là. D'accord? C'est l'ensemble c'est 0n au carré. Donc 0n fois 0n, le produit cartésien des deux intervalles discrets. D'accord? Et donc en fait, donc vous voyez là,
que Tn est contenu dans Cn et Cn est contenu dans T2n. Hein. On peut le faire inclure dans T2n. Et c'est vraiment la chose qui va faire marcher en fait les choses. Alors WK, si vous écrivez WK, Wn, c'est la somme de 0 à 1 de WK. Mais WK, si vous revenir sur la somme de WK, sur la définition de WK, c'est vraiment ça. C'est la somme de J ou de P allant de 0 jusqu'à K de ce produit-là. D'accord? Donc, vous allez en fait trouver avec un simple calcul que Wn s'écrit en fait comme étant la somme de K sur K et L dans Tn de UK VL. D'accord? Donc, de UK VL. Et donc, en fait, Wn est inférieur à quoi? Est inférieur à la somme. Donc la somme sur Tn est inférieure à la somme sur Cn parce que les UK et VK et VL sont positifs et Tn est inclus dans Cn. Donc là, on ajoute vraiment, on ajoute les termes qui se trouvent là. D'accord? Les termes qui se trouvent là, qui sont dans le carré et qui ne sont pas dans le triangle. Et aussi, le Cn est inclus dans le T2n. Donc, on utilise également la positivité de la suite UK et VK. Donc, on n'aura en fait que cette inégalité. D'accord? Donc, on ajoute les termes qui se trouvent là et là, dans ces deux petits triangles qui ne sont pas dans le carré. Voilà. Donc on fait les ajouter, c'est pour cela on a cette inégalité. Mais bon, ceci n'est autre que Wn, d'accord? Ceci, c'est le produit, donc c'est la somme des UK fois la somme des VK, des VL. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu dans le calcul algébrique, le cours de calcul algébrique. Donc là, les variables sont séparées. Et donc, on peut écrire c'est UN fois Vn. Et là, ceci n'est autre en fait que W2n parce que Wn, c'est la somme sur Tn. Là, on somme sur T2n. Donc, c'est W2n. Et le tout va être déduit de cette inégalité-là. Alors, si vous prenez par exemple la première inégalité, d'accord, donc cette première inégalité, alors puisque UN et Vn convergent absolument, donc ils convergent, et donc UN et Vn sont majorés, Wn est à terme et de terme, et donc il est majoré, c'est une suite qui est croissante parce que les WK sont positives, car les UK et les VK sont positives. Donc Wn est une suite à terme positive qui est majorée par quoi? Par U et V, les sommes de la suite de termes général UK et la suite de termes général VK. Et donc, puisque c'est une suite qui est croissante majorée, donc il va être convergente. Et si on note en fait W, la somme de cette série-là, donc W2n sera en fait, on obtient déjà que W est inférieur à U fois V, donc par passage à la limite ici. Puis dans l'autre inégalité, dans la deuxième inégalité, alors si Wn converge bien sûr, donc il est majoré par W, c'est une suite qui est croissante vers sa limite. Donc il est majoré par W, puis on passe ici à la limite sur N et sur N, donc de UN et Vn. Donc on trouve en fait que U fois V, donc la limite de UN et la limite de Vn est inférieure à la limite de W de N qui est W. Et donc finalement, on obtient les deux inégalités et donc on obtient que W égale à U fois V. W c'est la somme de la série produit. U, c'est la somme, U et V, ce sont les sommes des séries de termes général UK et VK. Voilà. Alors, maintenant, on revient au cadre général et supposons maintenant que UN et Vn sont deux séries absolument convergentes de nombres complexes. Donc, on va supposer, alors on va conserver les notations précédentes du cas précédent et on pose en fait UN', c'est le module du UN, Vn', c'est le module du Vn et Wn', c'est le terme général de la série produit.
d'accord, le produit de Cauchy de UN' et Vn', d'accord, de la série, la somme des UN' et la somme des Vn'. Voilà. Alors, d'après le cas précédent, on a en fait la série Wn' converge. C'est une série qui est convergente parce que c'est la série. Alors, parce que la somme des UN' et la somme des Vn' convergent et sont positives, toutes les deux. De plus, alors le module de Wn n'est autre en fait que le module de la somme, donc ça c'est vraiment Wn par définition. Alors le module de la somme est inférieur à la somme du module, mais ça n'est autre en fait que la somme de module de UK qui est U'K et module de Vn-K qui est V'N-K. Et ceci n'est autre en fait que Wn', d'accord, Wn'. Alors, puisque la série de termes générales Wn' converge, donc elle en est de même pour la série de termes générales module de Wn, et donc on obtient en fait que la série de termes, la série produit est absolument convergente. D'accord? Donc maintenant, il faut montrer que la somme égale au produit la somme de la série produit égale au produit des deux séries. Alors pour cela, on va calculer le produit de UN-VN moins donc la différence avec le terme général de la série produit. Donc UN-VN, comme j'ai déjà dit, c'est la somme sur le carré. D'accord? Wn, c'est la somme sur le triangle. Alors, la différence, c'est la somme sur la partie qui est le carré moins le triangle. D'accord? Donc, là, on revient ici. Donc, on fait sommer sur le carré. On fait retrancher le triangle, la somme sur les triangles. Donc, ce qui va rester, c'est vraiment ce triangle supérieur. C'est la somme sur ce triangle supérieur. Donc c'est Cn moins Tn. Et donc voilà, le module de la somme est inférieur à la somme du module. Mais ici on reprend déjà donc par les notations. Ça c'est U'N, U'K, ça c'est V'N moins K. Mais ça n'est autre en fait aussi que la somme sur le carré. Donc de U'K V'N moins K. D'accord? Moins la somme sur le triangle. D'accord? Donc c'est vraiment c'est la somme sur le carré, moins la somme sur le triangle. Et donc c'est avec bien sûr les termes positifs, donc on revient sur les primes. D'accord? UN', Vn', moins U, moins W'. Mais là, cette suite-là, elle tend vers 0 d'après le premier cas. D'accord? Donc cette suite-là, elle tend vers 0 d'après le premier cas parce que UN' et Vn' sont positives. Et donc UNVN, donc UV, donc les limites de UNVN égale à W, égale à la limite de WN. D'accord? Donc la limite de UN', Vn' égale à la limite de Wn'. Et donc, puisque cette suite-là tend vers 0, donc il en est de même pour celle-là. Et donc, on aura en fait que W égale à U fois V. D'accord? Voilà. Donc, comme application, alors comme exemple d'application, on considère déjà, Alors, on considère déjà l'exponentielle complexe. Donc, donc la proposition 4, on l'a déjà vu dans le cours de la dérivation. D'accord? Et c'est une conséquence de la formule de Taylor, Lagrange. Donc, l'exponentielle complexe, l'exponentielle réelle. Alors, exponentielle de x, c'est la somme, c'est la série c'est la somme de la série de termes général x à la puissance n sur n factoriel. Et sinus x, c'est la somme de la série de termes général moins à la puissance n, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Cosinus x n'est autre que la somme de la série de termes général moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n, plus 2n sur 2n factoriel. Donc là, voilà. Alors pour la preuve, donc je vais essayer juste de démontrer la première équation, donc juste l'exponentielle, et le cosinus et sinus vraiment se démontrent d'une façon pareille.
Alors, comme je viens de dire, c'est une conséquence de la formule de Taylor-Lagrange. On les a déjà vus, donc déjà la preuve a été déjà traitée dans le cours de la dérivation. Donc, on sait que la fonction exponentielle est une fonction de classe L infini sur R. Donc, on peut appliquer la formule de Taylor-Lagrange à n'importe quel ordre à la fonction exponentielle x, d'accord? Entre 0 et x, bien sûr. Et donc, la formule s'écrit comme ça, d'accord? Pour un certain n, pour x fixé, f de x moins la somme, donc ça c'est le développement de Taylor, est majoré par x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois le sup sur l'intervalle 0x, d'accord, 0x ici ou x0, ça dépend est-ce que x est positif ou négatif, de la dérivée n plus 1 de t, d'accord, de la dérivée n plus 1 de f appliquée à t. Voilà. Alors, par calcul de la dérivée en 0 qui est 1, donc la dérivée de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. Appliqué en 0, c'est 1. Et le sup ici est majoré par l'exponentielle de module de x. D'accord, de module de x. Et donc, en fait, exponentielle x moins, alors f de x est exponentielle x moins la série, la somme de x à la puissance k sur k factoriel, est majorée par, en fait, exponentielle x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle x. Donc, puisque cette série-là converge vers 0, d'accord, donc le factoriel est beaucoup plus vite que la suite exponentielle. Donc ceci, on l'a déjà vu dans les critères de comparaison pour les suites. Donc, alors cette suite-là converge vers 0, d'accord, lorsque n tend vers 0, bien sûr le x est fixé, lorsque n tend vers 0, et donc cette suite-là va converger vers 0, et donc en fait on n'aura que x égale, exponentielle x égale à la limite de cette suite, cette série-là, et donc on aura en fait notre somme, d'accord, notre résultat, le résultat voulu. Alors, par cette même expression, on va définir en fait l'exponentielle complexe. Alors, on considère la série de termes généraux z à la puissance n sur n factoriel avec z un nombre complexe cette fois-ci. Alors, on a déjà démontré dans la dernière vidéo que cette série, par le critère de D'Alembert, que cette série est une série absolument convergente. D'accord? Est une série absolument convergente. Sa somme sera notée exponentielle de z, d'accord? Donc exponentielle de z, c'est la somme de z à la puissance n sur n factoriel, et on va l'appeler l'exponentielle complexe ou l'exponentielle du nombre complexe z, d'accord? Et c'est exactement, c'est un prolongement de la fonction exponentielle sur la droite réelle. Donc comme vous voyez, si vous remplacez z par x, vous allez trouver c'est vraiment le même exponentiel. Alors la question qui se pose, est-ce que cette exponentielle, cette fonction exponentielle, préserve les mêmes propriétés que l'exponentielle réelle? D'accord, ça veut dire, est-ce que l'exponentielle de z plus z', c'est l'exponentielle de z fois l'exponentielle de z'? Est-ce que l'exponentielle de z ne s'annule pas? Est-ce que l'exponentielle de z est bijective? Ainsi de suite. D'accord, donc voilà. Donc déjà l'exponentielle de z, on l'a déjà vu, et c'est pas bijective, d'accord, parce qu'il n'est pas injectif. Mais bon, alors premièrement, l'exponentielle de z, vérifier l'équation fonctionnelle qui est exponentielle de z plus z' égale exponentielle de z fois exponentielle de z'. Déjà, donc c'est vraiment l'équation fondamentale pour l'exponentielle. Et donc, voilà, donc on aura, alors pour ce faire, on va essayer de calculer ce que c'est que l'exponentielle de z fois exponentielle de z' et voir est-ce que c'est vraiment la série exponentielle de z plus z'. Alors, l'exponentielle de z, c'est la série de termes généraux z à la puissance n sur n factoriel qu'on va appeler un. Exponentielle de z', c'est la série de termes généraux z' à la puissance n sur n factoriel qu'on va appeler vn. Et donc le produit de Cauchy des deux séries, la somme des un et vn, et la série de termes généraux wn donnée par ça. Alors wn
est définie comme ça. C'est la somme de 0 jusqu'à n de uk vn moins k, par définition. uk, c'est z à la puissance k sur k factoriel. Vn moins k, c'est z prime à la puissance n moins k sur n moins k factoriel. Alors là, on multiplie et on divise par un n factoriel. Donc là, vous allez trouver un n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel, qui est une combinaison cnk. 1 sur n factoriel qui va rester, puis z à la puissance n et z à la puissance z' à la puissance n moins k. Donc là, ce qui va y arriver à la tête, c'est le binôme de Newton. Donc le binôme de Newton, donc ça c'est vraiment z plus z' à la puissance n sur n factoriel. Et du coup, la somme du Wn n'est autre que la somme de z plus z' à la puissance n sur n factoriel, qui est par définition exponentielle de z plus z'. D'accord? Et donc, vraiment, c'est le produit des deux exponentiels de z et exponentielle de z', n'est autre que l'exponentielle de z plus z'. Alors, de même, exponentielle de z est non nulle, et de plus, 1 sur exponentielle de z est égal à exponentielle moins z, quel que soit z dans C. Et si vous prenez exponentielle et θ égale à cos θ plus i sinus θ, donc là, vous allez voir bien sûr que exponentielle, par exemple, 2i cap i égale à 1, quel que soit k. Et donc, par conséquent, l'exponentielle n'est pas injective. D'accord? N'est pas injective. Et si vous prenez l'écriture cartésienne de z, qui est x plus y, alors vous allez voir comme conséquence que l'exponentielle de z égale à exponentielle de x plus y, donc c'est exponentielle de x fois exponentielle de y, qui est l'exponentielle de x fois cosinus y fois cosinus y plus i sinus y, comme écriture triangulaire de l'exponentielle de z. Alors, pour la première, il suffit d'appliquer le théorème précédent pour z' égale à moins z. Donc, vous allez trouver que exponentielle de 0 égale à exponentielle de z fois exponentielle de moins z. D'accord? Et dans exponentielle de 0, donc si vous revenir sur la série, exponentielle de 0, c'est la somme de 0 à la puissance n sur n factoriel. Mais là, il y a le terme qui est... alors, il y a 1 sur n factoriel, déjà pour n égale à 0, puis les autres sont tous nuls. D'accord? 1 sur 0 factoriel, puis les autres, on applique 0 à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. Donc, exponentielle de 0 ici, elle vaut 1, ou d'une autre façon, exponentielle de 0, puisque l'exponentielle, cette fonction-là, coïncide avec la fonction exponentielle réelle, donc exponentielle des zéros, vue d'une façon complexe ou réelle, c'est la même chose. Et donc, on connaît déjà que l'exponentielle de 0 égale à 1. Voilà. Alors, le deuxième point, exponentielle et θ, pour voir que c'est cos θ plus i sinus θ, il suffit d'appliquer la série à z égale à exponentielle et θ, puis développer. Vous allez trouver que c'est un cosinus θ plus i sinus θ en utilisant bien sûr la série du cosinus et sinus. La série du cosinus et sinus donnée ainsi. Voilà. Et le troisième point, c'est une conséquence de tout ça. Donc, exponentielle de z, exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y, parce que l'exponentielle est multiplicative. Donc, c'est ce qu'on vient de démontrer dans la proposition précédente. Et exponentielle y, c'est par le deuxième point, c'est cosinus y plus i sinus y. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut définir de la même façon sur C pas mal d'autres fonctions. D'accord? Sinus, cosinus hyperbolique, etc. Donc, par les formules ainsi. Donc, puisqu'on a l'exponentielle, donc on peut définir le sinus de z, c'est exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i. Cosinus z, c'est exponentielle iz plus exponentielle moins iz sur 2. Sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique de la même façon. D'accord? On peut également définir la fonction 1 sur 1 moins z sur c, bien sûr, comme étant une fonction. Donc, on peut la voir comme étant la somme de la série de termes généraux z à la puissance n, mais seulement sur le disque unité.
pour z inférieur strictement à 1. Le logarithme également, donc le logarithme log de 1 moins z n'est autre que moins la somme de z à la puissance n sur n avec z est inférieur strictement à 1. D'accord? Et de module inférieur strictement à 1. Donc, par la méthode, par la règle de D'Alembert, vous pouvez montrer que cette série, que ces deux séries, alors celle-là, c'est une série qui est z inférieur strictement à 1 pour que celle-là soit pour que la série converge. Également, le z inférieur strictement à 1, c'est pour que la série converge. D'accord? C'est pour vraiment pour qu'on peut ajouter moins 1. D'accord? On peut ajouter z égale à moins 1, mais on ne peut pas ajouter z égale à 1, par exemple. Et donc voilà, donc vous pouvez même, j'ai dit que vous pouvez montrer que la condition z est inférieure strictement à 1 est une condition pour la convergence de cette série-là, en utilisant bien sûr le critère d'Alembert, d'accord, de D'Alembert, la règle de D'Alembert. Alors là, il y a un autre théorème de Cauchy-Martens, donc il y a un théorème hors programme, mais bon, que vous pouvez utiliser. Alors c'est un théorème qui affaiblit les conditions du théorème que nous avons déjà énoncé au début sur le produit de Cauchy des deux séries. Alors, on a déjà dit que le produit de deux séries absolument convergentes est une série qui est absolument convergente. Alors, le produit de deux séries convergentes n'est pas nécessairement une série convergente. Donc là, vous pouvez construire des exemples. Ça, c'est pas vraiment difficile. Mais là, le théorème dit que le produit de deux séries, une absolument convergente et l'autre convergente, donne une série convergente. D'accord? Convergente tout court, hein, pas absolument convergente. Voilà. Donc, et de plus, la somme de la série produit est égale au produit des deux sommes. Ici, pour le logarithme, donc je reviens ici sur le logarithme, donc ln de z, vous pouvez définir comme étant la somme de 1 plus z à la puissance n sur n, et donc on pourrait également voir en fait les critères du logarithme, du logarithme sur ce logarithme-là. Ça veut dire que c'est l'application réciproque pour l'exponentielle sur ça, d'accord, sur ce domaine. Et de plus, donc si vous faites ici log de z, donc ici vous allez trouver dans le disque de centre z et de centre 1 et de rayon 1. D'accord, ouvert, le disque ouvert de z de centre 1 et de rayon 1. Donc vous allez trouver, vous pouvez même démontrer que log de z fois z' égale log de z plus z', le log de z c'est l'application réciproque de l'exponentielle, ainsi de suite, d'accord, ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant je reviens sur le calcul approché des sommes de séries. Alors il est très rare de savoir en fait calculer la somme facilement, la somme exacte d'une série numérique convergente, d'accord. Donc on pourrait démontrer qu'une série converge, mais c'est rarement qu'on peut calculer explicitement la somme de la série. Donc c'est pour cela, sauf bien sûr pour des cas particuliers tels que par exemple ces fonctions-là, donc il faut vraiment apprendre par cœur, donc 1 sur 1 moins z, 1 sur 1 plus z, ln de z ou ln de 1 moins z, sinus, cosinus hyperbolique ou sinus hyperbolique, exponentielle, il y a même l'arc tangente, il y a la tangente également, il y a plein d'autres séries usuelles. Donc, qui sont vraiment associées aux fonctions usuelles. Il y a également les séries télescopiques. Également, c'est facile, on l'a déjà vu, que c'est facile de calculer en fait la somme. La somme égale juste la limite du n moins le premier état. Voilà. Alors, le principe en fait, c'est d'approcher
d'approcher la somme de la série d'une série qui est convergente. D'accord? Donc, si on connaît que UN est une suite, est une série, alors UN est une série convergente de somme S, d'accord? La somme de UN égale de la série égale à S. Alors, on voulait approcher S. D'accord? Alors, étant donné un nombre réel strictement positif epsilon, on cherche en fait un certain rang n tel que le reste d'ordre n, Rn, soit inférieur strictement à epsilon. D'accord? Et dans ce cas, on va dire que Sn est la somme parce qu'en fait, Rn c'est quoi? Rn c'est juste S moins Sn. D'accord? C'est juste S moins Sn. Donc S moins Sn, donc cette condition veut dire que S moins Sn est inférieur à epsilon. Et ceci veut dire que Sn est une valeur approchée à epsilon près de S. D'accord? Et donc, pour calculer S, il suffit de calculer, de savoir ce que c'est Sn. Et donc, calculer en fait une somme finie c'est pas vraiment la même chose de calculer une somme infinie. Voilà, donc ceci au niveau du programmation ou quelque chose d'autre. Donc on programme déjà, on ne programme pas une somme infinie parce que l'ordinateur ne connaît pas calculer une somme infinie, mais on peut lui donner une valeur approchée de notre série. Alors on va étudier en fait les façons usuelles de chercher n pour que Sn soit, pour trouver ce Sn là. D'accord? Étant donné epsilon, on cherche le n pour ce Sn-là. D'accord? Alors, par exemple, si on dispose d'une série alternée, d'accord? Répondant bien sûr aux critères spéciaux, ça veut dire une série alternée convergente. Alors, la condition, c'est que la convergence, en fait, la convergence d'une série alternée peut se montrer en utilisant bien sûr le critère spatial des séries alternées. Donc, il faut que le module ait une suite décroissante tendant vers 0. D'accord? Et c'est le cas en fait le plus simple puisqu'on a en fait on dispose d'un théorème qui nous donne un encadrement de Rn et ainsi de suite. D'accord? Qui nous donne en fait vraiment les informations nécessaires pour pour chercher en fait ce n, d'accord? Et donc, comme vous connaissez, comme on a déjà dit au début de cette vidéo que en fait Rn est toujours majoré par Un plus 1 et donc en fait et de plus, on sait en fait le signe de Rn, que le signe de Rn est le même que celui de Un plus 1. D'accord? Et donc, pour chercher le n, il suffit de chercher le petit n tel que un plus 1 est inférieur à epsilon. Et donc, on calcule Sn. D'accord? On calcule Sn. Sn serait en fait, pour ce même n, Sn serait la valeur approchée de la somme. Et en plus, le théorème sur les séries alternées, nous donne exactement le signe, bien sûr, du reste. D'accord? C'est vraiment le même signe que celui de UN plus 1. D'accord, donc c'est vraiment ça. Et donc, comme exercice d'application, je vous demande de donner une valeur approchée de la série, par exemple, la série harmonique alternée. D'accord, la série harmonique alternée, moins à la puissance 1 sur n, on sait qu'ils convergent. Donc, vous allez trouver, par exemple, alors on prend par exemple un plus 1, donc c'est moins à la puissance 1 plus 1 sur n plus 1 en module, inférieur à epsilon. Donc là, donc 1 sur n plus 1 inférieur à epsilon, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus moins 1. Et donc, on peut prendre par exemple le n, c'est la partie entière de 1 sur epsilon moins 1, ou la partie entière de 1 sur epsilon. Epsilon ici, c'est 10 à la puissance moins 2. Et donc, vous pouvez trouver ce que c'est que le n et on essaye de calculer, si on peut bien sûr, la somme de n allant de 1 jusqu'à le n que vous allez trouver. Donc, serait en fait une valeur approchée de cette somme-là. D'accord? De cette somme-là. D'accord. Voilà, d'accord. Même si, alors on peut dire en fait on revient sur ces fonctions,
d'accord, que pour z ici égale à moins 1, donc la somme de moins 1 à la puissance n sur n n'est autre en fait que moins 1, donc c'est log de 1 demi. C'est le log de... c'est moins ln de 1 demi, donc c'est ln de 2. D'accord, donc vous allez trouver ici une valeur approchée de ln de 2 à 10 à la puissance moins 2 près. Voilà. Alors, pour les séries comparables à une série géométrique positive, donc la condition, donc on les compare via le critère ou le critère de D'Alembert, d'accord, ou la règle de D'Alembert. Donc, on trouve en fait que la limite de un plus 1 sur un égale à L inférieur strictement à 1. Et donc, dans ce cas, en fait, nous avons déjà, alors dans la preuve du critère de D'Alembert, nous avons déjà encadré, en fait, un plus 1 sur un par une constante C inférieure strictement à 1. Et c'est ça, en fait, qui va donner, en fait, que que la série converge absolument. Et donc, ceci veut dire que un est inférieur, en fait, à C à la puissance K moins, moins grand n, je crois, fois u grand n à partir d'un certain rang. Donc, on trouve en fait que Rn, alors qui est la somme de un, d'accord, de uk, de n plus 1 jusqu'à l'infini, est inférieur à la somme du module de uk de n plus 1 jusqu'à l'infini. On majeure uk par c à la puissance k fois c à la puissance k moins grand n fois module du n, du u grand n. Et donc on calcule cette somme-là. Donc c'est la somme de la série donc c'est la somme de la série géométrique de raison C. D'accord? Donc le reste de cette série-là, c'est C à la puissance n moins grand n plus 1 sur 1 sur 1 moins C fois cette constante qui apparaît. D'accord? Et donc pour trouver le petit n, pour que Rn inférieur à epsilon, il suffit que cette suite-là, ce terme-là, inférieur à epsilon. D'accord? Donc on cherche n à partir duquel cette somme-là soit inférieure à epsilon, ou on cherche par exemple grand n pour que C, alors ici pour petit n égale à grand n, vous allez trouver que C sur 1 moins C fois U grand n est inférieur à epsilon. D'accord? Et donc comme exercice d'application, vous allez prendre par exemple la suite 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Le C ici c'est 1 demi. Et vous allez chercher une valeur approchée de cette somme-là à 10 à la puissance moins 3 près. Donc vous allez juste reprendre ceci à cette série-là. Et puis là, vous faites du calcul pour trouver le n, d'accord, pour trouver grand n. Hein, pour trouver grand n. Et bien sûr, la valeur approchée serait S grand N. Voilà. Mais S grand N, il est bien calculable par machine. Hein. Il est bien calculable par machine. Alors, le dernier cas, c'est la série, c'est le cas des séries comparables à une intégrale de Riemann. D'accord? À une intégrale de Riemann. Donc, si vous rappelez, comme on a déjà dit dans la vidéo précédente, d'accord, lors de la comparaison de séries intégrales, nous avons demandé à la fonction qu'elle soit décroissante, d'accord? Et donc en fait, si on voulait, alors je vous ai déjà dit que la condition en fait pour que la somme partielle de la série soit équivalente à ou soit équivalente à l'intégrale et est concernée aux fonctions qui ont une décroissance maximale polynomiale.
D'accord? Et donc c'est pour cela on compare UN à une constante C sur n à la puissance alpha ou série de Riemann, hein, ou série de Riemann, donc avec alpha supérieur strictement à zéro. Ça veut dire que on compare UN à la fonction 1 sur t à la puissance alpha avec alpha supérieur strictement à 1 pour la convergence bien sûr de la série. D'accord. Donc, si vous calculez la somme alors le reste, donc le reste de taille d'ordre n, c'est la somme de n plus 1 jusqu'à l'infini. Il est inférieur à la somme de n plus 1 jusqu'à l'infini de ça, de c sur n à la puissance alpha. Mais c sur n à la puissance alpha, on peut l'approcher par une intégrale. Alors, on a déjà démontré ceci, qu'on peut le majorer, la somme de n plus 1 jusqu'à l'infini, on peut le majorer par l'intégrale de n jusqu'à l'infini de dt sur n à la puissance de dt sur t à la puissance alpha, qui vaut en fait c sur alpha moins 1 fois n à la puissance alpha moins 1. D'accord? Et ceci, bien sûr, permettra en fait que, alors on voulait que Rn soit inférieur à epsilon, donc on va chercher le n tel que c sur alpha moins 1, n à la puissance alpha moins 1 soit inférieur à epsilon. D'accord? À epsilon. Et c'est ce rang qu'on est en train de chercher. Alors vous allez reprendre cette procédure dans la recherche d'une valeur approchée pour la fonction, la somme, par exemple, la somme de 1 sur n carré plus 1. Donc là, vous avez le alpha égale à 2. Donc vous allez comparer à 1 sur n carré. Et donc vous allez reprendre ceci pour trouver une valeur approchée de cette somme-là à 10 à la puissance moins 3 près. Donc c'est tout pour ce cours-là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.